Sarkozy, vous entendez plusieurs messages souverainistes, vous entendez plusieurs messages contre la France, les États-Unis, sont pris comme des monnaies comptant pour expliquer les coups d'État, expliquer certains travers en Afrique. Est-ce que aujourd'hui, en plein 21e siècle, l'Africain doit toujours présenter ses malheurs comme étant la faute des autres, surtout les dirigeants? Alors, je pense que c'est une réponse qui doit se faire à trois niveaux. La première chose, c'est que à l'heure actuelle, certaines opinions publiques africaines, et surtout en Afrique de l'Ouest, ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis de certaines puissances occidentales. On pense évidemment à la France. On dénonce aussi un certain nombre d'ingérences occidentales, et je dois dire que de ce point de vue-là, cela est amplement justifié quand on regarde la manière dont ces pays ont été traités au cours de ces 40 et 50 dernières années. Mais une fois que le constat est fait, une fois que l'on bascule dans quelque chose de tout à fait différent qui pourrait justifier ce ressentiment, ou pour ne pas dire cette défiance à l'égard de l'Occident, il faut maintenant s'interroger sur la pertinence des alternatives dont nous disposons en tant qu'Africains pour passer des Occidentaux vers d'autres partenaires. On pense évidemment à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à la Turquie, voire d'autres puissances émergentes. Le deuxième niveau concerne évidemment la gouvernance dans les pays africains. On n'est pas sans savoir que depuis 2000, nous avons assisté sur le continent africain à pas moins de 6 coups d'État. On a eu au Gabon, on a eu le Niger, la Guinée, le Burkina, le Mali. Vous avez pu constater que selon les situations, on avait soit un déficit de gouvernance lié notamment à une incapacité de lutter contre le phénomène djihadiste. On pense évidemment au Burkina, au Mali, mais également au Niger. Et puis vous avez aussi, au niveau de la gouvernance pure et dure, comme au Gabon par exemple, eh bien, la nécessité qu'ont eu les militaires de renverser un président qui venait d'être réélu. La situation en Guinée est un peu différente, puisque là, nous avons eu un président qui a réussi à se faire élire pour la troisième fois, mais qui a très vite été rattrapé par ses vieux démons. Globalement, nous avons eu donc des changements de régime à la suite de cycles électoraux réguliers, certes imparfaits, mais qui ont eu le mérite d'exister. Mais une fois que cela a été fait, à quoi avons-nous assisté? On a vu une série de fuites en avant, dénonçant notamment l'ingérence occidentale. Alors, je pense que de ce point de vue-là, il faut être un peu sérieux et ne pas mettre tout sur le dos de l'Occident, même si l'Occident a eu dans le passé un rôle assez négatif dans certains de ces pays. Mais la première des responsabilités incombe naturellement aux pays concernés. Parce que lorsque vous prenez le pouvoir et que vous décidez du jour au lendemain, c'est un exemple que je donne évidemment, de vous retirer unilatéralement de la CEDEAO, qui, je le rappelle, a été fondée en 1975, avec évidemment comme objectif une intégration régionale économique et monétaire, avec notamment comme pierre angulaire la libre circulation des biens et des personnes, eh bien, vous fragilisez un édifice qui a pris près de 50 ans à se mettre en place, et vous le faites parce que vous êtes en désaccord avec un certain nombre de principes qui ont été édictés dans la charte même de la CEDEAO. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Eh bien, lorsque les Africains ont dans leur dispositif un certain nombre de règles à respecter, il est important que tout le monde puisse les respecter. Et lorsque l'on a, par exemple, des pays qui se font exclure des organes décisionnels, comme ça a été le cas pour le Burkina, le Mali et la Guinée, on peut effectivement s'interroger sur, je dirais, les conséquences immédiates des sanctions qui sont prises à l'égard de ces pays, mais on doit aussi et surtout accepter les règles du jeu. Lorsque vous êtes en dehors des règles du jeu, vous devez en subir les conséquences et ne pas prendre une décision aussi lourde de conséquences que de quitter unilatéralement une organisation qui a eu le mérite, durant ces 50 dernières années, de pouvoir, d'une certaine manière, garantir une forme de stabilité en Afrique de l'Ouest. Une deuxième chose qu'il faut également mentionner, c'est que lorsque vous avez un certain nombre de régimes qui sont
déposés par les armes. Vous avez un certain nombre de décisions qui sont prises, parfois au mépris même de la connaissance des enjeux à la fois régionaux et sous-régionaux, et vous remettez en cause un certain nombre de je dirais, d'engagements qui ont été librement souscrits par les pays concernés. Lorsque vous avez des pays comme le Mali, le Burkina ou la Guinée qui se sont engagés de manière formelle vis-à-vis de telle ou telle organisation et que vous décidez du jour au lendemain de rompre vos relations avec, eh bien, vous devez vous attendre à des conséquences non négligeables. Le troisième niveau d'analyse auquel je voulais arriver, c'est au fond la difficulté de pouvoir se trouver de bons alliés. Une fois que vous décidez de renvoyer les Occidentaux, lorsque vous décidez de renvoyer la France, vers qui comptez-vous vous tourner? Allez-vous vous tourner vers des gens qui vont pratiquer les mêmes méthodes, qui vont appliquer les mêmes recettes, mais de manière beaucoup plus subtile, ou est-ce que vous allez réfléchir sérieusement sur la manière de garantir une relation gagnant-gagnant avec un allié qui ne cache pas ses ambitions? Lorsque l'on prend l'exemple de la Russie, par exemple, qui est très présente dans certains pays, notamment au Mali et maintenant au Niger, je ne vous parle même pas de la Centrafrique et d'autres théâtres d'opération, vous avez le même modus operandi, c'est-à-dire au final un accès libre, voire illimité aux ressources naturelles en échange de trois missions essentielles. La première, évidemment, c'est la protection des institutions et du régime en place. La deuxième, c'est la formation de l'armée régulière. Et la troisième, c'est une participation à la lutte contre le terrorisme. Et tout cela, évidemment, en échange d'un accès prioritaire aux ressources. Donc, au final, on voit très bien la difficulté de la tâche pour ces régimes qui se substituent à des régimes civils et, je dirais, légalement, voire démocratiquement élus, de pouvoir, au fond, opérer leur mue à l'aune des grands enjeux découlant d'un changement de régime. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on prend le cas de la CEDEAO, on prend le cas de la CPGL, on prend les cas d'autres structures qui existent, est-ce qu'aujourd'hui, les statuts de ces structures ne doivent pas être adaptés à la réalité, contextualisés aujourd'hui à la réalité de l'Afrique? 50 ans dans le passé, il n'y avait pas d'autres éléments aujourd'hui comme les attaques terroristes, comme la crise économique, les conflits à l'international, Ukraine, Russie, où aujourd'hui nous avons la Palestine et Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas être honnête avec nous-mêmes, surtout les dirigeants africains, de pouvoir adapter les textes de leur structure qui leur régissent pour pouvoir tenir compte de certaines réalités d'aujourd'hui? Alors, il faut que nous soyons objectifs sur cette question-là. Force est de reconnaître que depuis 1975, la CEDEAO a permis de parvenir, je dirais, à une unité économique et monétaire. Vous n'êtes pas sans savoir que sur actuellement les 15 pays qui sont membres de la CEDEAO, eh bien, j'inclus évidemment les 3 qui veulent se retirer. Sur les 15, vous en avez 3 qui n'utilisent pas le franc CFA, hein, c'est notamment la Guinée avec le franc guinéen, le Ghana avec la cédille et le Nigeria avec la naira. Mais cela n'a pas empêché évidemment qu'il y ait une, je dirais, intégration économique et monétaire facilitant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la libre circulation des biens et des personnes. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que on peut critiquer effectivement la CEDEAO aujourd'hui pour avoir été dur dans son approche pour régler les problèmes sécuritaires liés notamment à l'instabilité dans certains pays, mais il faut savoir que la CEDEAO a eu le mérite aussi de prendre ses responsabilités dans le passé. On pense notamment en 2012 et en 2017, lorsque, à travers les COMOG, hein, le dispositif militaire de la CEDEAO, il y a eu une intervention, notamment au Mali, mais aussi au Libéria et en Sierra Leone, pour rétablir une certaine situation. Ça a été aussi le cas, je dirais, dans comment dirais-je, dans ce pays voisin du Sénégal, dont j'essaie de retrouver évidemment le nom, pardonnez-moi ce trou de mémoire, vous avez effectivement eu une prise en compte rationnelle de la réalité de la part de la CEDEAO qui n'a pas hésité, évidemment, à intervenir là où cela se faisait ressentir. Aujourd'hui, les enjeux sont effectivement différents, vous l'avez évoqué, mais cela est aussi et surtout dû au fait que
depuis une cinquantaine d'années, nous avons vu un certain nombre, je dirais, de menaces nouvelles apparaître. Il y a d'abord effectivement le phénomène djihadiste. Vous avez également la montée en puissance du phénomène lié au réchauffement climatique. Je ne vous parle même pas du phénomène migratoire qui a, je dirais, occasionné des déplacements massifs de population pour des raisons économiques et même pour des raisons environnementales. Tous ces défis nouveaux ont effectivement pris de court une CEDEAO qui devait effectivement opérer sa mue, mais c'est un processus qui prend du temps. Maintenant, il faut s'accorder sur les principes. Je rappelle que la CEDEAO est régie par une charte qui date de 1975, et d'ailleurs, dans cette charte, à l'article 91, il est notamment stipulé que lorsqu'un pays souhaite se retirer de l'organisation, elle doit le notifier par écrit un an avant auprès du secrétaire exécutif. Quand vous prenez les 3 pays qui souhaitent quitter immédiatement la CEDEAO, en l'occurrence le Burkina, le Mali et le Niger, vous voyez que la procédure n'a pas été respectée. Je pense qu'il faut autant adhérer librement à une structure comme la CEDEAO et en respecter la lettre et l'esprit ainsi que les règles. De la même manière, même si vous êtes en désaccord, vous ne pouvez pas, de manière cavalière, un peu comme si vous entrez dans un magasin faire votre shopping, choisir ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous arrange pas. Là, nous sommes véritablement dans un problème qu'il nous faut impérativement résoudre, car trop souvent, et cela a été observé, lorsque les Africains décident de sanctionner d'autres Africains, eh bien, vous avez des gens qui trouvent encore le moyen de dire que ces Africains sont téléguidés par les Occidentaux. Je crois que ça, c'est faire injure aux Africains et ne pas leur reconnaître leur capacité à pouvoir résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes. Vous verrez que notamment au niveau de l'Union africaine, il y a eu des dispositifs forts qui ont été mis en place pour notamment sanctionner tout pays qui faisait l'objet d'un coup d'État. Je pense que c'est une démarche qui est extrêmement louable, même si c'est vrai, les sanctions au niveau de l'Union africaine ne suivent pas toujours, pour une simple et bonne raison que aujourd'hui, il est très difficile pour des chefs d'État, qu'ils soient élus, non élus, ou qui soient parvenus au régime, aux affaires par les armes, de sanctionner leurs propres collègues, parce que cela crée effectivement à la fois un sentiment d'injustice et de malaise, ce qui explique d'ailleurs la paralysie de certaines organisations régionales ou sous-régionales lorsqu'elles ne sont pas en capacité de pouvoir sanctionner efficacement. Quand vous revenez notamment sur l'exemple de la CEDEAO, vous verrez que lorsqu'il s'est agi notamment d'une intervention militaire au Niger, vous avez des pays comme le Togo et le Bénin qui se sont désolidarisés. Certains se sont ravisés en acceptant de prêter des troupes, mais vous avez vu que les choses ont effectivement bougé, mais que des lignes de fracture sont également apparues lorsqu'il s'est agi véritablement de prendre ses responsabilités de manière, je dirais, efficace. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Nous revenons après ceci pour continuer notre entretien. Après l'observation d'une minute de silence en mémoire du président Hage Geingob de la Namibie, décédé en ce début du mois de février, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présente le contexte dans lequel se tient cette 37e session. Nous avons eu quelques conquêtes et les différents rapports inscrits à notre agenda le mettront en relief. La réforme institutionnelle avance avec succès. L'intégration a progressé et la zone de libre-échange continentale se met peu à peu en marche. Le Fonds de la paix se met en place. Son opérationnalisation se fait à un rythme satisfaisant. Davantage de sacrifices de nos États membres et d'apports concrets de nos partenaires sont nécessaires. Le président en exercice sortant, le Comorien Azali Assoumani, fait le bilan de son action à la tête de l'Union africaine 12 mois durant, avant de passer le témoin à son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie. Ainsi, le président entrant de l'Union africaine définit les axes prioritaires qui caractérisent son mandat. Ce que les pères fondateurs
recherchait, c'est ce que nous avons bâti ensemble dans le cadre de l'Agenda 2063 qui reflète. Il s'agit de notre plan d'assurer l'avènement de l'Afrique que nous voulons et assurer une Afrique prospère où la paix régnerait et où les citoyens dirigeraient le continent.